RPG, il y a une ogive qui est soit avec un explosif brisant, HE, donc High Explosive, brisant. Ils ont bien cela, n'est-ce pas? Ces ogives ont bien cela. Question. Écoutez, si on parle donc de tout ce qui est ogive HEAT, H-E-A-T, à explosif brisant, ils ont une douille assez épaisse, en effet. Non, assez fine en revanche, une douille assez fine, mais il y a en effet un explosif brisant à l'intérieur. Mais on l'utilise en fait pour déformer l'enveloppe en cuivre qui pénètre dans le blindage. Il y a peu de fragmentation. Et de toute façon, je n'ai jamais vu de RPG qui ait une munition où la douille serait renforcée. Je n'ai pas vu ça. Donc, en tant qu'expert, je veux dire que ça ne peut pas être une arme à explosif brisant en tir direct. C'est impossible, parce que les fragmentations seraient parfaitement différentes. Question, mais savez-vous, Monsieur Fitzgerald, que un RPG 29 peut pénétrer un blindage ERA. Donc, c'est un blindage réagissant à l'explosion. Et cela peut, avec le RPG-29, la grenade peut atteindre le blindage en composite qui se trouve derrière l'armure. Réponse oui, je sais que c'est ça la question. Donc les RPG sont chargés d'un explosif pour pénétrer les blindages de tank avec un diamètre 7 fois plus important que le diamètre de la charge. Vous connaissez ça, n'est-ce pas? Réponse oui. Question. Et vous dites quand même, et vous maintenez que ça ne peut pas être un RPG-29 qui aurait été utilisé? Question. Réponse. Madame, messieurs les juges, les dégâts infligés seraient complètement différents. Un RPG utilisé, enfin une grenade, une roquette, qui est censé percer un blindage réactif, qui va percer un blindage réactif à l'explosif, aura en effet une ogive HEAT, heat, avec des brisants. Premièrement, pour briser l'armure, le blindage, et deuxièmement, ensuite, pour pénétrer dans le véhicule, dans le blindé. Donc, les dégâts seront complètement différents. Un ou deux trous très précis sur la cible. Donc, si cette ogive, cette grenade HEAT, H-E-A-T, atteint sa cible, ce serait un trou très, très précis, avec très peu d'éclaboussures tout autour. Et on ne verrait pas non plus cette bande de fragments qui ont été éparpillés partout. Tout serait les fragments seraient circulaires. La charge explosive est déclenchée en différentes directions, l'un sur un axe vertical et l'autre sur l'axe longitudinal ou horizontal. C'est la première fois qu'on parle de ces obus HEAT, HEAT. Et de mon avis de professionnel, ce n'est pas possible. Question, mais donc vous prenez pour hypothèse qu'il s'agit... Mais imaginons qu'il y ait un tir direct avec RPG. Il y a des shrapnels qui vont être éparpillés une fois que le véhicule a été atteint ou que le blindage a été atteint. Il y a des fragments forcément qui s'éparpillent. Et donc vous avez surveillé cela, vous avez vu, vous avez observé, vous avez bien regardé pour voir s'il n'y avait pas des shrapnels qui pourraient correspondre à une grenade de RPG et qui seraient proches des portes que vous avez inspectées, par exemple, ou sur les autres sites. Réponse. Non, je pense que ici, il y a deux facteurs à prendre en compte. Maître Knops m'a demandé tout d'abord si j'ai envisagé que l'on ait utilisé un RPG en tir direct ou en tir indirect. Mais si quelqu'un veut utiliser un RPG en tir indirect, les RPG ont de toute façon un système qui se déclenche à 900 mètres. Donc si la RPG est en vol parabolique, donc si on essaie d'en faire un tir en cloche, elle va exploser avant d'atteindre la cible. De toute façon, ça va exploser dans l'air.
Si ça a été en revanche tiré directement sur la porte en métal, eh bien moi je m'attendrais à avoir un trou bien précis. Je ne penserais pas qu'il... Et je ne m'attendrais absolument pas à voir ces éclats de fragments éparpillés en bandes comme on l'a vu sur les portes. Question, mais... Oui, mais qu'en est-il d'un RPG tiré en tir indirect? Quel est l'effet que ça donne? Quel est le résultat de ce RPG 29? Réponse. Moi, j'ai quand même vu des RPG utilisés pendant 7 mois lorsque j'étais dans mes tournées. Je peux en parler. En Libye, par exemple, mais je peux vous dire ce que ça donne quand on tire ainsi avec un RPG. Le président, on n'a pas besoin d'en parler. La question n'est pas pertinente. Maître Knops, bien, bien. Alors parlons de la charge maintenant. La charge de la grenade du RPG peut être peut être à peu près la même chose que ce qu'il y a dans l'obus du mortier de 21. De 200. To the filling. Surtout, étant donné que le RPG quand même est d'origine russe. Réponse non, non, c'est complètement différent parce que c'est une roquette. Il y a beaucoup plus de précision quand on fabrique une RPG. C'est plus sophistiqué et la charge est basée à base de cire, alors que pour un mortier, la charge c'est plutôt du TNT. Tout simplement parce que c'est facile. Le TNT, on le verse, c'est pas cher. Question. Donc, vous dites que dans une roquette de RPG, il n'y a pas de charge à base de TNT, c'est ça? Réponse. Non, non, ce n'est pas du tout ce que je vous ai dit. Il y a beaucoup de types de RPG. Un grand nombre de pays fabriquent des RPG. Je ne connais pas toutes les charges explosives de tous les RPG quand même. Mais je vous dis que je vous ai dit quelles étaient les traces laissées par un RPG. Mais vous savez ce que c'est qu'un RPG quand même? Vous savez ce que c'est que l'acronyme? Réponse oui, je connais RPG. Question. Et donc c'est un sigle russe, n'est-ce pas? C'est une machine russe? Réponse non, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Question. Pourquoi? Pourquoi, d'après vous, ce n'est pas une arme russe fabriquée en Russie? Réponse. Les Russes ont été à la tête du développement d'un grand nombre de munitions, mais ils ont été copiés partout, et puis ils ont été dépassés par d'autres personnes et par d'autres pays. Il y a des entreprises en Chine, en Iran, qui vous font des copies parfaites de RPG, et qui en plus en font des copies plus élaborées. Question. Donc vous n'êtes pas d'accord. Le RPG n'est pas de conception russe. Le président, il n'a pas dit cela. Il a dit que c'est une arme qui a été copiée par beaucoup d'autres. Question de Maître Knops. Mais au départ, c'est une arme qui a été conçue en Russie. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Réponse. Si on parle de mots et de libellés, après tout, les fusées et roquettes ont été inventées en Chine il y a 2000 ans pour les feux d'artifice. The option of an RPG. Question. Et RPG 22, est-ce que vous y avez envisagé la possibilité? Est-ce qu'on vous l'a demandé? Le président français parfaitement ce qui lui a été demandé. Le reste, eh bien, il ne l'a pas étudié, il n'a pas analysé. C'est ce qu'on entend depuis 2 jours. Maître Knops, très bien. Donc la Chambre a confirmé ma question. Je poursuis mes questions. Monsieur Fitzgerald Finch, ma deuxième question sur votre rapport maintenant. Vous avez pris en compte 9 déclarations de témoins qui vous ont été données par le bureau du procureur. Dans votre rapport, première page des conclusions, vous utilisez le mot « Il est possible qu'un obus de mortier de 120 aurait pu provoquer
aurait pu provoquer l'explosion à chaque site d'impact visité. Ce qui m'intéresse, et vous citez après les autres causes possibles. Donc, vous dites qu'en regardant toutes les... Vous dites que c'est possible quand on analyse chaque site d'impact l'un séparément des autres. Deuxième page, vous dites en revanche que c'est probable, ça c'est à la fin de votre rapport, qu'il est fort probable qu'il s'agit d'une variante d'un système de mortier de 120 mm. Alors au départ, vous dites que c'est possible, et ensuite vous dites que c'est très possible. Très probable, qui plus est. Donc, vous passez de possible à très probable, après avoir fait une étude holistique de tous les incidents. Mais alors, lorsque vous avez dit fort probable, vous êtes-vous aussi basé sur les témoignages que vous avez lus, les dépositions de témoins que vous avez lues? Est-ce que vous avez pris cela en compte lorsque vous avez tiré vos conclusions générales après avoir vu les 4 sites? Le président, quelle est la différence entre probable et fort probable et très possible? Réponse. Probable, c'est suite aux éléments de preuve que j'ai trouvés et de mon évaluation. Lorsque j'ai pris en compte et que j'ai rassemblé et regroupé tout ce que je savais. Le maître Knops, c'est-à-dire c'est possible et non pas probable. Mais je vous pose cette question parce qu'à la page qui se termine par le RN 050, troisième paragraphe en haut, on voit qu'il fait référence aux dépositions de témoins qui, et je cite, ajoute un poids important à la théorie selon laquelle un des systèmes de mortier de 120 mm utilisés par les forces militaires de Côte d'Ivoire aurait pu être utilisé dans le cadre des attaques du 17 mars sur les zones visitées. Fin de citation. Donc vous avez lu 9 déclarations de témoins qui vous ont été présentées par le bureau du procureur. Et elles vous ont permis d'ajouter un certain poids à ce que vous saviez pour arriver à votre conclusion. Et c'est ainsi que vous êtes passé de possible à très possible, ou très probable plutôt. Le président, Monsieur Garcia, j'ai 2 objections. Tout d'abord, à la première série de questions de Maître Knops. Bon, le témoin étant présent, je ne vais pas vraiment en parler, mais on sait parfaitement de quoi il parle. Lorsqu'il parle de possibilité à 0049 et lorsqu'il parle ensuite de extrêmement possible à la fin de 0050. Et dans ce dernier extrait qui vient d'être lu au témoin, cela l'induit en erreur parce qu'on a l'impression qu'il n'y a qu'un seul élément qui ajoute le poids. Mais si on lit la totalité du paragraphe, on voit que ce n'est pas tout à fait le cas. Donc, je pense que l'on devrait présenter au témoin la totalité du paragraphe et qu'il fasse ses commentaires sur la totalité des paragraphes. Le maître Knops, je dis que cela pourrait être l'un des facteurs qui contribuait. Je n'ai jamais dit que c'était le facteur décisif qui avait fait pencher le témoin dans un sens ou dans un autre. J'ai demandé au témoin si ça pouvait être l'un des facteurs, le fait d'avoir lu les déclarations des témoins qui aurait pu ajouter un poids à ses conclusions pour qu'il décide finalement de passer de possible à très probable. Réponse. Dans mon dernier paragraphe, j'essaie d'utiliser toutes les informations qui m'ont été données. Et bien sûr, c'est à vous de trancher et de savoir quel est le poids des déclarations de témoins et si les déclarations de témoins sont correctes ou pas. C'est à vous d'en décider, messieurs, madame les juges. Mais je pense que, au vu d'un certain scénario, les déclarations ajoutent un poids à un certain scénario. Donc, c'est ce que
Ça devient donc très probable dans ma conclusion professionnelle. Le président, oui, j'aurais aimé vous poser cette question. Elle est difficile à poser. Mais enfin, imaginons, cas d'école. Si vous n'aviez pas lu la déclaration des témoins, si vous n'aviez eu aucune des informations documentaires qui vous ont été fournies par le bureau du procureur, est-ce que vous auriez tiré les mêmes conclusions? Réponse oui, je pense que oui, Monsieur le Président. Le Président Maître Knops. J'ai encore 2 questions. Enfin, sur l'analyse soi-disant criminalistique. Premièrement, question qui ne vous a pas encore été posée. Et la transcription, page 9, lignes 21 et 22, de la transcription d'aujourd'hui en anglais. Vous parlez d'une dépression, d'un cratère sur le sol. Vous vous souvenez, vous avez vu une photo où il y a un petit cratère, en effet. Vous parlez d'une dépression. Et vous avez dit à la cour que vous avez vu de vos yeux de l'oxyde de fer. Le président, page 9, ligne 21 et suite. Et page 10, ligne 9 et suivante. Maître Knops reprenant. J'aimerais bien comprendre. Vous avez trouvé cela 2 ans et demi après l'incident. Vous l'avez trouvé tout seul, ce cratère, ou bien on vous l'a indiqué? Réponse B, oui, je me souviens très bien. Lorsque les représentants du bureau du procureur m'ont amené sur zone, sur le site, de façon générale, et quand j'ai vu donc les dégâts, les faisceaux de fragmentation, et puis ce petit cratère avec son périmètre ocre d'oxyde de fer, c'était la dernière pièce du puzzle qu'il me manquait. Question donc, vous considérez qu'en 2 ans et demi, on n'a pas décidé de boucher ce nid de poule? Réponse oui. You only officially, Question. Et donc, vous avez considéré que cette poussière ocre, c'était de l'oxyde de fer. Est-ce que vous avez décidé de faire une analyse chimique pour vérifier, infirmer, confirmer cette conclusion que vous avez tirée, selon laquelle ça pourrait être de l'oxyde de fer? Vous n'avez pas pris d'échantillon, à part dans ce cratère qui était quand même là depuis 2 ans et demi? J'ai déjà répondu à la question. C'était mon analyse. Il n'y a pas une analyse oculaire a suffi. Je n'ai pas été au laboratoire pour faire analyser quoi que ce soit. Question, mais qui vous a dit que ce cratère était le même et qu'il n'avait pas bougé? C'est l'accusation qui vous a dit que c'était toujours le même cratère et qu'il n'avait pas bougé depuis 2 ans et demi? Ou est-ce que vous avez parlé aux locaux? Réponse, je l'ai vu moi-même. Question, vous l'avez vu? Réponse, oui. Question, très bien. Ma deuxième question concerne le fait que dans plusieurs passages de votre rapport, par exemple à la page C90-12, vous avez fait référence à des réparations qui ont été effectuées. Et aujourd'hui, vous nous avez dit, et je fais référence à la transcription page 91, ligne 5, que des travaux de rénovation, beaucoup de travaux de rénovation ont eu lieu. Comment est-ce que vous avez pu déterminer cela? Réponse, j'ai pu vérifier qu'il y a eu des réparations effectivement, vu le manque de dégâts significatifs dans les zones entourantes. Lorsque je vois une porte qui a été lourdement endommagée et que le mur à côté ne porte pas de marque, en tout cas de marque qui soit compatible avec les dégâts subis par la porte, eh bien, je ne peux que constater que des réparations ont été apportées et que d'ailleurs, sur les photographies contemporaines, l'on peut voir, Monsieur le Président, que le mur a pu être changé et qu'on l'avait, par exemple, repeint par la suite. Question. Cela dit, vous n'avez pas d'éléments qui vous permettent de confirmer qu'effectivement des travaux de réparation ont été faits dans les endroits où vous avez été. Vous avez simplement supposé que comme il n'y avait plus de dégâts,
Dans certains endroits, ils ont dû procéder à des réparations. Réponse. Lorsque je regarde une photographie qui avait subi d'un mur qui avait subi de lourds dégâts et que je constate après coup qu'il n'y avait plus de dégâts massifs, à supposer qu'il s'agit du même mur, je ne peux que constater ou conclure qu'on a réparé le mur. Maître Knops, à supposer qu'il s'agit du même mur, est-ce que vous avez pu vérifier s'il s'agissait du même mur justement? Réponse. Là encore, on m'a remis une photographie, le personnel du bureau du procureur m'a remis une photo et on m'a instruit, on m'a dit qu'il s'agissait de la photo de la scène où nous étions, où nous nous trouvions ce jour-là, et qu'elle avait été prise le jour pertinent. J'ai supposé qu'il s'agissait d'un fait. Maître Knops, la greffière, est-ce que vous pourriez marquer une pause entre les questions et les réponses, maître Knops, merci. Donc, vous avez reçu des instructions et sur la base des instructions, vous avez commencé à faire votre travail. Le juge président, oui, c'est ce qu'il a dit. Maître Knops, poursuivant. Qu'en est-il des fragments, Monsieur Fitzgerald Finch, qui vous ont été présentés dans différents lieux? Qui vous a montré ces fragments? Est-ce que c'était quelqu'un du bureau du procureur? Le juge président, oui, quelqu'un du bureau du procureur. Maître Knops, poursuivant. Et comment est-ce que cela vous a été proposé? Est-ce qu'on vous a remis ça dans un sac, dans une enveloppe, dans un carton? Par quels moyens vous a-t-on présenté ces fragments? Et quelles informations avez-vous reçues? Réponse, les fragments ont été présentés soit en tant que fragments parce que nous avons eu l'occasion de voir la photographie et que le bureau du procureur m'a remis un sac, soit que nous avons reçu les fragments du bureau du procureur et je l'ai retourné aux fonctionnaires du bureau du procureur. Mais les fragments qui m'ont été remis avaient déjà été mis dans un sac où se trouvaient des pièces à conviction. Question. Mais je crois comprendre, d'après votre déposition, que les fragments n'étaient pas dans un sac qui nous ont été montrés en main propre par le bureau du procureur. Réponse, oui. Dans un cas, oui, c'était un des scénarios. Question. Est-ce que la personne qui vous a présenté ce fragment l'avait dans sa poche ou comment est-ce qu'il vous a présenté ce fragment? Réponse, si je me souviens bien, un des fonctionnaires du bureau du procureur m'a appelé par mon nom. Il m'a... Je me suis retourné, j'ai répondu à une question qu'il avait imposée. Il m'a remis des fragments que j'ai pu examiner. Question. Donc, vous n'avez pas eu l'occasion d'enquêter sur ce qu'on appelle communément la chaîne de conservation. Vous n'avez pas vérifié la nature de cette chaîne de conservation, ni d'où provenaient les fragments, ni comment ils ont été conservés, s'ils avaient été placés sous scellé. Réponse. Pour ce qui est de la chaîne de conservation, eh bien, je ne veux pas, loin de moi l'idée de dire à la Chambre comment fonctionne cette chaîne de conservation, mais je suppose que la chaîne de conservation a été préservée par le bureau du procureur. Question. La greffière d'audience, respectez la règle des 5 secondes, s'il vous plaît. Le juge président, oui, c'est une supposition, puisqu'il a dit, à mon avis, ça serait ainsi. Maître Knops, cela dit, vous n'avez pas vérifié vous-même, en tant qu'expert en criminalistique, la chaîne de conservation, avant de tirer des conclusions ou avant d'émettre des hypothèses quelconques. Le témoin, Monsieur le Président, en tant que professionnel, qu'enquêteur professionnel, je respecte toujours la chaîne de conservation. La chaîne de conservation demeure intacte et il va sans dire que si on me remet quelque chose, si un représentant du bureau du procureur me remet un élément, je suppose que le personnel du bureau du procureur n'a jamais quitté ma présence, les fragments n'ont jamais quitté les lieux où je me retrouvais. J'ai remis les fragments au bureau du procureur dans un sac et cela a été remis dans la chaîne de conservation. Pour autant que je sache, la chaîne de conservation a été préservée. Question. J'ai 2 dernières questions à vous poser, Monsieur Fitzgerald Finch. La première est la suivante. Elle concerne le passage ou la page C15 de votre rapport. Une question vous a été posée par Monsieur Jacobs. Elle concernait la récupération de fragments peu de temps après qu'il y ait eu une attaque de mortier alléguée par un membre du public. Elle a été récupérée du mur du magasin. Donc ma question, en fait c'est une question qui vous a pas été posée. Vous avez mentionné dans votre rapport que ce fragment a été récupéré peu de temps après l'attaque de mortier alléguée. Qu'est-ce que vous entendez juste par peu de temps après? Réponse. Monsieur le Président, j'ai utilisé le mot peu de temps après, parce que le temps qui s'est écoulé entre l'attaque alléguée
au mortier. Et le moment où le propriétaire du magasin a récupéré ce morceau de fragment dans le mur n'est pas déterminé. Je n'ai pas réussi à dater cela. Donc j'ai décrit cela dans mon rapport comme étant sur la base des informations qui m'avaient été communiquées. If you were Question. Si on vous avait dit que une année s'est écoulée entre les deux, est-ce que vous auriez écrit quand même l'expression peu de temps après? Réponse, Monsieur le Président, j'ai donné le temps précis. Si on m'avait communiqué le temps exact, le moment exact, eh bien je l'aurais indiqué dans mon rapport. Question. Voici ma dernière question. Est-ce que vous avez jamais utilisé un mortier dans le cadre d'un tir direct, d'un exercice réel ou d'un tir réel? Est-ce que vous avez jamais fait partie d'une unité utilisant des mortiers en situation de combat? Réponse. Monsieur le Président, comme je l'ai décrit lorsque j'ai commencé ma déposition, je n'ai jamais fait partie d'une unité de mortier en bonne et due forme. Le nom de l'organisation pour laquelle je travaillais ne comportait pas la désignation mortier. Cela étant, j'ai été soldat de l'infanterie, j'ai utilisé des systèmes de l'infanterie, y compris des mortiers. J'ai utilisé des mortiers moi-même, tant en tant que servant que en tant que chef de pièce. J'ai utilisé des systèmes de mortier en tant que commandant dans le cadre de ma formation sur une base régulière et dans le cadre d'opérations. J'ai passé des semaines en Afghanistan près des puits de mortier, c'est-à-dire l'endroit à partir duquel les équipes de mortier utilisent le mortier. En consultant des chargés de la mise à feu, j'ai consulté des commandants, j'ai donc beaucoup d'expérience en matière d'utilisation de systèmes de mortier. Question. Très bien, alors je me réjouis de pouvoir vous interroger sur cette question. Est-ce que vous connaissez, monsieur le témoin, qu'il existe une doctrine militaire selon laquelle le commandant militaire d'une unité de mortier est obligé de recevoir des ordres par écrit de son supérieur avant de pouvoir autoriser une mise à feu en situation de combat? Réponse, oui, je suis au courant de cela. Différentes unités adhèrent à différentes doctrines, mais je dirais que c'est une doctrine standard. Question. Vous avez une expérience pour ce qui est de l'utilisation de systèmes de mortier utilisés par des unités qui avaient reçu des ordres en situation de guerre, un ordre oral. Réponse oui. Question. Donc il peut effectivement arriver qu'un ordre oral autorise l'utilisation d'un tir de mortier. Réponse. Monsieur le Président, lorsqu'on autorise l'utilisation d'un tir au mortier, il faut d'abord obtenir de très amples informations. On peut faire référence à un ordre qui aurait été donné par oral ou par écrit. Mais la plupart du temps, c'est par écrit. Question, merci, j'en ai terminé, Monsieur le Président. Le Président, merci beaucoup. Je vais maintenant me tourner à nouveau vers le bureau du procureur pour demander à Monsieur le procureur s'il souhaite poser des questions supplémentaires. Monsieur Garcia, Monsieur le Président, nous n'avons pas de questions supplémentaires à poser, mais j'aimerais préciser au fin du compte-rendu que 2 références ont été utilisées. Il s'agit du rapport de mission criminalistique qui a été présenté à la Chambre en application de paragraphe 43 de la décision 629. La référence correspond donc à la cote de 0073, 0906 à 0908. Et c'est précisément à la page 0911. Il s'agit des questions qui concernaient les sites qui n'ont pas permis de tirer des conclusions catégoriques. Et si nous regardons la question des visites au camp commando, j'aimerais donner la référence suivante, 0073, 0931 à 0935, et encore une fois 0073, 0906 à la page 09, 09 et 0910. Pardon, la première référence était la suivante. Le Président, est-ce que vous pourriez ralentir? L'interprète de la cabine française signale qu'il est impossible de retenir ces informations à cette vitesse. Monsieur Garcia, poursuivons. Et le juge président interrompant. Veuillez recommencer depuis le début parce que nous ne savons pas où vous en êtes maintenant. Monsieur Jacobs. L'exercice, c'est le moment du réexamen. Le procureur pourra toujours donner ces informations dans ses soumissions finales, plutôt que de donner s'il a des précisions à apporter, mais je ne vois pas en quoi ça a rapport avec l'exercice du réexamen, là tout de suite. Merci. Monsieur Garcia, il s'agit simplement de référence à l'intention des juges de la Chambre. Le juge président, veuillez parler plus lentement, s'il vous plaît, et ne parlez pas en même temps. Allez, recommencez. Depuis le début.
car j'ai envie de comprendre. Monsieur Garcia, Monsieur le Président, les références sont les suivantes. Le juge président, de quoi s'agit-il, Monsieur Garcia? Il s'agit des références qui ont été évoquées pour ceux qui décident qu'ils n'ont pas été concluants, qui ne sont pas mentionnés dans le rapport, mais qui figurent dans nos rapports, le rapport de mission notamment. Il y a des indications concernant ce qui s'est passé, et c'est à l'intention des juges de la Chambre et des parties, pour que nous puissions y faire référence plus tard. La première référence est 00 73 0906, il s'agit du rapport de mission criminalistique qui a été présenté et versé au dossier en application du paragraphe 43, décision 629. Et j'attire l'attention de la Chambre sur la page 0908 à cet égard et 0073 0906 à la page 0911. Le juge président. Vous êtes en train de parler des rapports relatifs aux photographies et des rapports au rapport de mission du bureau du procureur, Monsieur Garcia, c'est exact, le président, du 2 février 2015. Et je ne veux pas citer le nom. Monsieur Garcia, pour ce qui est du rapport CIVOTP 0073 0906, il s'agit de 30 janvier 2015. Ce sont donc les références que je viens de donner. Pour ce qui concerne l'autre rapport de mission CIVOTP 0073 0931, ce rapport est daté du 2 février 2015. Et les références qui sont importantes sont à la page 0073 0931 à 935 et à 0073 0906. Le président, pourquoi est-ce que vous nous donnez tout cela? Il s'agit de deux rapports. Point final. Monsieur Garcia, effectivement, deux rapports, deux références à ces rapports. Le président. Mais vous n'avez pas de questions supplémentaires à poser. Monsieur Garcia, non, aucune question supplémentaire. Le président. Très bien. Très bien. Monsieur Fitzgerald Finch, votre déposition est terminée. Je vous remercie d'être venu et d'avoir répondu à toutes les questions qui vous ont été posées. Je vous souhaite un bon retour chez vous. Vous n'avez pas à parcourir une très longue distance comparé à d'autres témoins qui ont comparé devant nous, mais quoi qu'il en soit, bon retour chez vous. Le témoin, merci Monsieur le Président. Le Président, c'est moi qui vous remercie. Now, just two things. Le Président, deux choses. Enfin, d'abord, pour votre gouverne, sachez que mardi 6, la semaine prochaine, nous n'aurons plus de volet d'audience le matin, parce que le volet d'audience de l'après-midi, correction de l'interprète, jeudi 6. Donc, la salle d'audience sera occupée par une autre chambre. Et nous aurons deux volets d'audience le matin et nous aurons des mesures de protection en salle d'audience demandées pour le témoin 706, ou plutôt 607, dit le président. La décision sera rendue lundi matin, immédiatement avant le début de la déposition du témoin. Merci beaucoup. L'audience est levée et nous allons reprendre lundi à 9h30.